puisqu'elle était positive chez 75% de ceux qui finalement avaient une spondylarthrite et chez seulement 20% de ceux qui ont été classés autrement. Donc un examen prometteur sur la base de ces premiers résultats qui restent à confirmer, et ce sont des choses en cours. Donc toujours pour la performance diagnostique de spondylarthrite, dans cette étude, on se rendait compte que l'échographie des anthèses avait une bonne valeur prédictive positive, c'est-à-dire 81% des patients étant positifs avaient finalement une spondylarthrite reconnue par leur rhumatologue. L'IRM était meilleur, donc on considère que quand l'IRM est positif, c'est une valeur pratiquement absolue. Par contre, le problème de l'IRM par rapport à cet examen, c'est une sensibilité moins bonne, puisque seuls 40% des patients dans cette étude avaient une IRM positive. Et là, vous avez en dessous ce qu'on appelle les critères cliniques. Ce sont les critères usuels. J'ai parlé tout à l'heure des critères de New York, il y a d'autres critères de Berlin, et critères d'Amor, ESSG. Ils ont également une performance qui n'est pas mauvaise, mais qui est tout de même inférieure à celle des examens d'imagerie. Donc l'apport de la génétique, je vais en dire deux mots assez rapides. Tout d'abord, la part génétique du déterminisme de ces maladies a été évaluée par des études de récurrence chez les jumeaux, mais également chez les frères et sœurs. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a une agrégation des spondylarthrites dans les familles. Autrement dit, il y a plus de risques de voir plusieurs cas dans la même famille que ne le voudrait le hasard. Et des modélisations un petit peu compliquées finissent par conclure que la part génétique du déterminisme, c'est-à-dire le terrain, la prédisposition, serait d'environ 90%, ce qui est relativement élevé pour une maladie de ce type-là. Parmi ces 90%, on en connaît probablement près de 50%, c'est le fameux HLA-B27, qui est situé dans une région du génome qui, en tout cas, elle, compte pour 50%, et c'est donc le HLA-B27 qui est la majeure partie de la prédisposition génétique. Mais seul, il ne suffit pas. Autrement dit, on le sait par toujours des études de récurrence chez les apparentés, ce qu'on appelle les frères et sœurs, dans les fratries ou les parents. On sait que le risque est beaucoup plus élevé quand on est apparenté à un malade que quand on est apparenté à un porteur du HLA-B27 dans la population générale. Et en fait, ça nous prédit qu'il y a d'autres facteurs génétiques qui se combinent au HLA-B27 pour déterminer la prédisposition à la maladie. Parmi ces facteurs génétiques, certains commencent tout juste à être identifiés, donc ça c'est des résultats qui datent d'1 an, et donc les premiers à avoir été identifiés sont des nouvelles cibles moléculaires, le récepteur de l'interleukine 23, tout à l'heure dans la liste de Jean Sibilia, il y avait cet anticorps qui bloque l'interleukine 23, donc c'est une substance, une cytokine, l'interleukine 23, qui est impliquée dans l'inflammation. Probablement qu'elle est dérégulée au cours de la spondylarthrite. Toujours est-il que certains patients ont des anomalies dans le gène qui code pour cette molécule. Il y a également d'autres molécules qui sont en cours, d'autres gènes qui ont été isolés, donc je ne vais pas rentrer dans la complexité de ces analyses, mais c'est pour vous dire qu'en combinant différentes variations génétiques, on arrivera peut-être prochainement à déterminer plus facilement quels sont les patients à risque de développer une spondylarthrite, d'une part, et d'autre part, à faire le diagnostic si on retrouve toutes ces anomalies ou une proportion importante de variations génétiques chez les patients chez lesquels on suspecte le diagnostic. Donc ça, c'est l'autre piste. Vous avez vu l'image D, maintenant c'est la génétique. La génétique, c'est en cours et les applications sont possibles probablement d'ici quelques années. Alors, utilité du diagnostic des facteurs génétiques, on peut tout de même l'illustrer avec le HLA-B27, dont on connaît les limites. On sait bien que tous les patients n'ont pas le HLA-B27, c'est 81% probablement des patients qui ont une spondylarthrite qui ont le HLA-B27. Et surtout, plus important encore, c'est pas parce qu'on a le HLA-B27 qu'on a une spondylarthrite, puisque la fréquence des patients, le nombre de spondylarthrite parmi les porteurs du HLA-B27, c'est probablement de l'ordre de 5%. Donc 95% des individus qui ont ce HLA-B27, c'est comme la couleur des yeux, c'est comme une couleur des yeux, c'est un gène qui fonctionne absolument normalement, n'auront jamais de spondylarthrite. D'où la limite de cet examen. Néanmoins, quand on a des lombalgies inflammatoires, donc mal dans le dos tel que je l'ai décrit tout à l'heure, réveil la nuit, dérouillage le matin, amélioration par l'activité.
Et bien dans ce cas-là, si on a le HLA-B27, la valeur prédictive positive devient de plus de 50%. Donc chez quelqu'un qui a des symptômes évocateurs, le poids du HLA-B27 devient important. Maintenant, je l'ai dit, le HLA-B27 ne suffit pas. C'est sûr que si on a d'autres facteurs génétiques à ajouter, ça améliorera considérablement notre performance diagnostique avec ces marqueurs génétiques. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus rapidement pour les questions de technique? Comment? On me demande d'aller un petit peu plus rapidement. Voilà, j'ai fini. J'ai encore Merci beaucoup. Donc, là, pourquoi faire le diagnostic plus tôt? Bon, il y a de multiples raisons à ça. Il y a probablement une raison particulièrement importante qui est la problématique des traitements. On a parlé à l'instant de ces nouvelles biothérapies qui étaient très efficaces chez certains patients. Et on se rend compte, ça c'est une étude relativement ancienne déjà, mais il y en a d'autres plus récentes qui le confirment, que si on traite les patients de moins de 10 ans d'évolution, on a des meilleurs résultats. Vous voyez ici 75% de très bons répondeurs que ceux qui ont plus de 20 ans d'évolution, où là on n'a que 30% de très bons répondeurs, ce qui veut dire que probablement durant toutes ces années d'ignorance diagnostique, où là en l'occurrence ce n'était même pas la question, les traitements n'étaient pas disponibles, il se passe des choses irréversibles et donc il vaut mieux probablement traiter le plus tôt possible. Voilà, donc en conclusion, les formes non radiologiques de spondylarthrite sont fréquentes, le diagnostic souvent retardé. L'enjeu est lié aux nouveaux traitements comme les anti-TNF-alpha, plus efficaces si débutés précocement. Les moyens diagnostiques précoces sont les marqueurs biologiques pour la génétique et l'imagerie, IRM, échographie. Merci beaucoup.